Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente. Mon nom est Vincent Ramon. Je suis médiateur et membre du conseil d'administration du CEMA, le Centre d'enseignement des modes amiables. Je suis très honoré d'animer ce 6e webinaire du CEMA consacré aux écrits en médiation. Avant tout, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Pour ce 6e webinaire du CEMA sur les écrits en médiation, nous avons le plaisir de recevoir Madame la professeure Nathalie Frissero, professeure à l'Université de Nice-Côte d'Azur et membre du Conseil national de la magistrature. Nous vous remercions, professeur, d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Nous avons fait le choix de faire intervenir 3 personnes en lien avec la médiation, à savoir un magistrat, un avocat et évidemment un médiateur, qui poseront les questions au professeur Frissero. Nous avons tout d'abord la présence de Monsieur le magistrat Christophe Baconnier, président de chambre à la chambre sociale de la Cour d'appel d'Amiens. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonne soirée, bienvenue à chacun et chacune. Merci, Monsieur Baconnier. Nous avons ensuite la présence de Maître Jean-Édouard Roubieux-Dupont, avocat médiateur à Nantes. Bonsoir, merci de votre invitation. Bonsoir, Madame le professeur. Merci, Maître. Enfin, nous avons la présence de Monsieur Cyril Franck, médiateur en Franche-Comté. Bonsoir Madame la professeure, bonsoir à tous, merci de m'accueillir dans ce webinaire. Merci à tous de votre présence. Avant de passer la parole au professeur Frissero, je vais vous donner quelques indications sur la façon dont ce webinaire va se dérouler. La conférence durera environ 1 heure, durant laquelle Madame la professeure Frissero répondra aux questions que je pourrai lui poser, ainsi que celles que pourront lui poser messieurs Baconnier, Franck et Roubieux-Dupont, en tant que magistrat, médiateur et avocat. Durant cette heure et tout au long de cette conférence, vous pourrez poser par écrit vos questions via le chat et l'icône QR qui s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas à préciser le lieu à partir duquel vous vous connectez. Toutes les questions seront regroupées par l'équipe du CEMA qui me les communiquera et que je relayerai ensuite au professeur Frissero. Par avance, je vous prie de nous excuser car nous ne pourrons probablement pas répondre à toutes les questions. Je vous informe aussi que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le retrouver sur notre site www.cemafor.org. Vous êtes plus de 450 inscrits. Il est 18h03. On va encore laisser quelques minutes aux personnes pour se connecter. Et en attendant, je voulais vous avertir que, à l'issue de ce webinaire, vous pourrez vous inscrire sur notre 7e webinaire du CEMA qui aura lieu le samedi 12 décembre à 19h et qui accueillera une autre star de la médiation, M. Gary Friedman, qui répondra à toutes les questions concernant les conflits et l'introspection pour aider les clients. Nous approchons des 200 participants. Nous allons donc commencer. Madame la professeure Nathalie Frissero, bonsoir. En question préliminaire, comment appelez-vous les personnes qui participent à une médiation? Les médiés, les médiants, les parties, ou avez-vous un autre terme? Bonsoir Vincent, bonsoir à tous les participants. Je voudrais d'abord préciser que je suis tout à fait ravie d'être invitée par le CEMA pour participer à ce webinaire et que j'espère que tout le monde pourra échanger et faire part de ses préoccupations et j'espère que nous pourrons y répondre collectivement. Alors, comment appeler les personnes qui collaborent et qui participent à une médiation? Alors, on a souvent utilisé différents termes et je pense que la terminologie peut être aussi souple que le processus. À titre personnel, comme j'ai une formation de juriste, j'aime bien le terme de partie parce que nous aurons une partie à la convention de médiation, une partie au processus et puis surtout, si un accord est trouvé et qu'il est formalisé, nous aurons une partie à l'accord. Mais au fond, pourquoi ne pas utiliser un terme plus précis que celui de médier qui traduit de manière plus précise la participation à ce processus? Merci, professeur. Nous allons passer au premier thème qui est la proposition de médiation. Je laisse donc la parole à Monsieur Baconnier.
Oui, merci Vincent. Je rappelle pour les participants du webinaire que la chronologie des questions, des interventions sera calquée sur la chronologie d'une médiation. C'est pourquoi Vincent vient d'annoncer que nous commencerons par évoquer le temps de la proposition. Et vous devinez que les étapes successives d'une médiation seront examinées, en tout cas les écrits de la médiation seront examinés au fur et à mesure du déroulé d'une médiation. Alors, au temps de la proposition, la question qui se pose souvent pour vous, notre cher public, de médiateurs, de magistrats prescripteurs ou de médiés, la question qui se pose au temps de la proposition est notamment de savoir si, après que le juge ait proposé de recourir à la médiation, à l'occasion d'une audience de proposition de la médiation, ou à l'occasion d'une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur, est-ce que les retours du médiateur qui sont adressés au juge doivent être faits par écrit, bien sûr, 15 jours de réflexion après la médiation, ou 15 jours, ou un certain temps au regard de l'ordonnance d'injonction. Est-ce que ces retours doivent être neutres? Est-ce qu'ils doivent être le reflet exact de ce qui s'est passé au temps dans l'entretien de présentation de l'objet et du déroulement de la médiation qui a suivi la proposition? Merci, Madame la professeure, de vos éclairages. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous avez raison, finalement, le premier écrit dans la médiation, c'est un écrit rédigé par le juge, le plus souvent, en tout cas dans la médiation dite judiciaire, puisque nous avons soit une décision de désignation du médiateur, soit une injonction d'avoir à rencontrer un médiateur. Mais lorsque il y a donc cette proposition qui est faite, il est nécessaire que les parties puissent justifier ensuite au juge qu'elles ont respecté son injonction ou son invitation ou la désignation du médiateur. Donc, un écrit sera indispensable puisque malheureusement, nous n'avons pas d'autre possibilité de rapporter la preuve du respect de cette décision du juge. C'est le médiateur qui va rédiger cet écrit, puisque le juge a enjoint d'aller rencontrer un médiateur et qu'il veut être certain que c'est bien un médiateur que les parties sont allées voir et non pas une autre personne qui ne serait pas investie de cette mission. Donc le médiateur va donc rédiger un écrit. Les textes, la loi ne vise pas cette période avant la première réunion éventuellement de médiation. Mais à mon avis, elle est quand même couverte par la confidentialité en ce qui concerne les premiers dialogues que les parties ont pu engager avec le médiateur. En revanche, ce qui n'est pas couvert par la confidentialité, c'est le respect objectif de la décision du juge, à savoir, les parties ont-elles fait un effort pour se rendre chez le médiateur, pour prendre un rendez-vous, pour assister, le cas échéant, au moins l'une d'entre elles à la première réunion. Ça n'est pas couvert par la confidentialité, donc le médiateur peut très bien en rendre compte, mais bien sûr, il ne doit pas porter d'appréciation subjective en indiquant par exemple que l'une des parties est de mauvaise foi, qu'elle a utilisé des moyens dilatoires pour éviter de se rendre à l'invitation et à la rencontre qu'il avait proposée. Il ne doit pas porter de jugement sur le comportement de la partie, mais il doit rendre compte objectivement, de la manière la plus neutre possible, que bien cette rencontre n'a pas pu avoir lieu parce que l'une des parties ne s'est pas présentée. Voilà ce que je peux dire. Donc, un écrit, oui, il faut rester le plus neutre possible et ne pas trahir les échanges et les dialogues qui ont pu s'installer avec l'une des parties, peut-être au moins, avant donc la réunion ou avant la rencontre avec le médiateur. Je vous remercie pour ces éclairages, Madame la professeure. Merci pour votre réponse, professeur. Concernant les questions sur l'entrée en médiation, je passe la parole à Maître Jean-Édouard Roubieux-Dupont, avocat.
À nouveau, bonsoir. La question est la suivante. Que la médiation soit, quand elle est conventionnelle, est-ce qu'il faut un écrit pour marquer cette convention? Si elle est judiciaire, est-ce qu'il faut un écrit en plus? Et que doit contenir cet écrit pour notamment répondre à la particularité de la médiation qui suspend la prescription? Monsieur l'avocat, puisque je vous désigne par votre fonction, hein, c'est vraiment une question extrêmement importante, bien sûr. L'entrée en médiation, qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire, suppose toujours qu'il y ait une convention de médiation, parce que même quand elle est judiciaire, le juge ne précise pas la relation entre le médiateur et les médiés et les parties. Il désigne le médiateur, il va fixer l'objet de la médiation, la durée de la médiation, la rémunération que les parties devront avancer et consigner évidemment en avance sur la rémunération du médiateur, mais le juge ne réglemente pas le processus de médiation et le déroulé de la médiation. En conséquence, même dans le cadre d'une médiation judiciaire, j'estime qu'une convention de médiation est nécessaire. Bien sûr, elle est primordiale dans la médiation conventionnelle puisque les parties vont saisir un médiateur sans l'intervention du juge, donc elle est encore plus nécessaire. Alors, ce contrat est un véritable contrat au sens juridique du terme et il est souhaitable qu'il soit rédigé par écrit. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'écrit, d'abord, ça permet de vérifier le consentement des parties, leur acceptation, leur adhésion au processus. Il faut également que ce contrat soit signé par le médiateur et les parties, parce qu'il contient aussi les engagements du médiateur. Or, dans un contrat, j'allais dire sous signature privée, puisque c'est le cas, c'est la signature du médiateur qui manifeste son engagement et qui définit les obligations auxquelles, évidemment, il doit se plier. Alors, pour les médiateurs qui ne sont pas juristes, je comprends parfaitement leur embarras parce que c'est difficile de mettre sur le papier une liste d'obligations des médiateurs et des parties quand on n'a pas connaissance de l'environnement juridique. Alors, je dirais à cet égard, bien sûr, que les centres de médiation, en général, fournissent des modèles sur lesquels les médiateurs peuvent évidemment se fonder, en les adaptant, bien sûr, mais ils auront au moins un modèle particulier. Et s'ils n'en ont pas, si un médiateur est dépourvu, je pense qu'il peut à ce moment-là demander à un autre médiateur, faire une co-médiation si cet autre médiateur est juriste, par exemple, eh bien, il pourra l'orienter et l'aider dans la rédaction du contenu de cette convention. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette convention, il est nécessaire de savoir quelle va être la durée de la médiation, surtout quand elle est conventionnelle. Quand elle est judiciaire, c'est le juge qui l'a précisé, mais quand elle est conventionnelle, il faut le définir. Il faut définir la périodicité des réunions, le lieu des réunions, et puis, bien sûr, il faudra également soit dans la convention, soit par une convention annexe, fixer la rémunération du médiateur avec son taux horaire, un forfait. Il faut que tout ceci soit bien indiqué pour que les parties acceptent et manifestent en signant cette convention d'honoraires qu'elles manifestent évidemment leur acceptation. Hein. Donc, il y a bien sûr cet aspect-là qui est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que le médiateur doit être vigilant à ce que les parties comprennent bien le sens de cette convention et des obligations. Et pour cela, il faut qu'il soit pédagogue, il faut qu'il leur explique, et c'est l'occasion pour lui de vérifier, par exemple dans les médiations internationales, que toutes les parties comprennent bien la langue dans laquelle cette convention est écrite, et le cas échéant, il faudra peut-être avoir recours à un traducteur.
C'est le cas aussi pour vérifier, j'allais dire, l'état des facultés mentales des parties. Est-ce qu'elles sont en aptitude de comprendre ce que signifie, par exemple, la confidentialité, ce qui signifie un engagement, une fois qu'elles auront trouvé un accord, le cas échéant. Donc, c'est le moment pour le médiateur de vérifier si toutes les conditions sont réunies pour mener un processus sécurisé, d'où l'importance de cette convention. Alors, je crois que vous avez précisé la suspension de la prescription dans le cadre de la médiation conventionnelle, hein, je précise bien, conventionnelle exclusivement. Lorsque on signe cet écrit et qu'on le date, cette convention de médiation, eh bien, à partir de ce moment-là, la prescription, c'est-à-dire la durée d'extinction du droit d'agir en justice. Quand on a un droit, on a toujours un délai pour agir en justice. Ce délai s'appelle un délai de prescription et il court évidemment en même temps que le temps passe. Quand on signe une convention de médiation conventionnelle, je le rappelle, eh bien dans ce cas, le temps s'arrête. Il est suspendu jusqu'au moment où il y a l'issue de la médiation, soit un accord, bien sûr, mais on n'a plus besoin du droit d'agir en justice dans ces cas-là, soit en cas d'échec, on va saisir le juge et à ce moment-là, on bénéficiera de nouveau d'un délai pour saisir le juge, délai qui sera au minimum, enfin au maximum en même temps, de 6 mois. Voilà, donc ça sécurise évidemment le principe, mais, et là c'est pour les juristes que je parle, attention, la médiation conventionnelle suspend la prescription, mais pas la forclusion. Donc quand on est dans un délai de forclusion, la caractéristique c'est qu'il n'y a aucune suspension possible. Dans ce cas, bien sûr, il ne faudra sûrement pas avoir recours à une médiation conventionnelle. En tout cas, il faut d'abord assigner devant le juge compétent et ensuite mener un processus de médiation qui peut être conventionnel d'ailleurs, mais en parallèle à la procédure judiciaire. Ça, c'est pour les juristes, parce que pour les médiateurs non juristes, la distinction est peut-être un peu subtile, mais c'est l'état du droit. Voilà ce que je pouvais dire sur ce premier acte, cette première convention d'entrée en médiation qui est extrêmement importante. Merci beaucoup de cette extrême précision. Nous allons maintenant aborder le thème des écrits durant la médiation, notamment au regard du principe de confidentialité. Ce sujet est vaste et pourrait à lui seul faire l'objet d'un webinaire. La première question posée sera par Cyril Franck, médiateur, à qui je donne la parole. Merci Vincent. Madame la professeure, en matière de confidentialité, si on admet que ce principe s'applique à l'ensemble de la médiation, est-ce que les parties peuvent conventionnellement déroger à ce principe de confidentialité? Merci d'avance pour votre réponse. Votre question est très complexe à régler parce qu'elle suppose de distinguer plusieurs écrits et elle suppose aussi de distinguer les parties, le médiateur, les avocats accompagnant les parties dans le cadre de la médiation. Parce que malheureusement, le droit envisage des régimes juridiques différents selon les écrits et selon les personnes qui participent au processus de médiation. Alors, je crois quand même qu'on peut répondre et peut-être qu'ensuite vous pourrez d'ailleurs illustrer mon propos avec des cas concrets auxquels vous avez été soumis dans le cadre de médiation que vous avez mené, parce que c'est très intéressant de pouvoir répondre à des questions très précises sur ce point. Alors, pour être très clair, je vais distinguer deux catégories d'écrits. Il y a d'abord tous les écrits qui sont élaborés pour le cours de la médiation, pour le déroulement de la médiation. Je vais donner un exemple, les mails par lesquels on s'invite à la prochaine réunion, les courriels que l'on peut échanger, le paperboard que le médiateur va utiliser pour prendre des notes, les notes que les parties vont rédiger pendant le processus de médiation, pendant les réunions. Elles peuvent aussi prendre leur iPhone et prendre une photo
du paperboard, par exemple. Ça aussi, c'est un écrit, puisque je rappelle que le Code civil définit l'écrit comme une suite de lettres ou de signes intelligibles, quel qu'en soit le support. Donc, un enregistrement, c'est aussi un écrit, en ce sens qu'il fige la parole, donc il peut servir de document. Donc, il y a beaucoup de documents qui sont élaborés dans le cadre du déroulement de la médiation. Ça, ce sont les premiers que je traiterai. Ensuite, il y a une deuxième série d'écrits. Ce sont les documents, les pièces, les preuves que l'on met dans le débat dans le cadre de la médiation. Par exemple, on a un différend, un conflit à propos d'un contrat de vente. Mais ce contrat de vente, il a toujours existé. On va le mettre dans le débat de la médiation. Vous voyez bien que cet écrit-là n'a rien à voir avec le paperboard, les comptes rendus de réunion qui sont faits dans le cadre de la médiation. Et le régime juridique de ces deux écrits est totalement différent et la confidentialité aussi, évidemment, par voie de conséquence. Alors, je vais venir maintenant sur tous les écrits qui sont rédigés soit par le médiateur, soit par les parties, soit même, j'allais dire peut-être par les avocats, accompagnant les médiés, mais pour le déroulement de la médiation. Alors, je vais maintenant voir la situation des parties, du médiateur, puis des avocats. Alors, les parties d'abord, les parties. Alors, pour les parties, vous avez évoqué la situation. Le principe est très simple, c'est l'article 21-3 de la loi de 1995. Je lis, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise à la confidentialité. Donc, pour elles, le paperboard, les comptes rendus, les notes qu'elles peuvent prendre, les photos du médiateur ou du paperboard, tout ça, c'est soumis à la confidentialité, sauf leur accord. C'est-à-dire qu'elles peuvent, mais attention, l'accord de toutes les parties, et pas d'une seule, bien sûr. Si toutes les parties sont d'accord, elles peuvent divulguer le paperboard et les comptes rendus de médiation, mais bien sûr, elles n'y ont aucun intérêt et ça ne se fera pas. Cependant, dans la convention de médiation, il est nécessaire qu'il y ait une clause de confidentialité qui rappelle aux parties qu'en principe, tout le déroulement de la médiation sera confidentiel. Et quand on vise les écrits, on vise aussi, je l'ajoute, même si ça n'est pas dans le thème, les dialogues, les échanges verbaux, les paroles. Toutes les paroles échangées pendant le processus de médiation sont soumises à la confidentialité, sauf accord contraire des parties, des deux parties. Il est donc essentiel pour les médiateurs, à l'entrée de la médiation, d'indiquer, voilà, vous éteignez les iPhones et vous les posez dans un coin parce que pas de photos, pas de prise de notes. Quand il y a des prises de notes des parties, le médiateur les récupère à la fin de la séance parce qu'il faut que les parties aient bien conscience du fait qu'en aucun cas elles ne peuvent les divulguer parce que dans la convention de médiation, elles se sont engagées à respecter ces éléments. Et j'ajouterais que avec les médiations en ligne, avec les web, les visios, il va falloir renforcer les clauses de confidentialité dans la convention de médiation, en indiquant bien pas de capture d'écran, pas d'enregistrement de la visio, etc. Donc, il faudra bien préciser tout ça. Et là, je suis vraiment désolée pour les médiateurs non juristes, mais il faut que vous consultiez des juristes pour que vos clauses de confidentialité soient bien complètes et bien adaptées, que les parties s'engagent à respecter les données personnelles, parce qu'on voit bien qu'avec la visio, tout est possible. D'ailleurs, là, momentanément, nous le savons parce que le SEMA est particulièrement transparent, mais nous savons que nous sommes enregistrés, donc nous renonçons à notre droit à l'image, nous renonçons évidemment à des tas d'éléments, mais dans le cadre des médiations en ligne, il faut impérativement que les parties soient bien informées et que les clauses de confidentialité soient tout à fait ciblées. Voilà pour les parties dans le cadre des écrits de la médiation. Pour le médiateur maintenant, que peut-il faire, lui, avec le paperboard qu'il a rédigé, ou des comptes rendus, ou des courriels qu'il a pu envoyer à l'une des parties? Tout ça, ce sont des écrits au sens du Code civil. Alors, pour le médiateur, les textes ne sont pas les mêmes, et pour lui, c'est simple. Les constatations du médiateur, les déclarations qu'il recueille ne peuvent être produites
ni invoqué dans la suite de la procédure, sans l'accord des parties, ni en tout état de cause, nous dit-on, dans le cadre d'une autre instance. Donc, pour le médiateur, c'est la confidentialité. Lui, il est tenu, bien entendu, par ce principe de confidentialité. Il faut aussi que ce soit rédigé dans la convention de médiation, bien sûr, sauf accord des parties. Les parties peuvent autoriser, toutes les parties, le médiateur à divulguer certains éléments relatifs au processus de médiation. Mais bien sûr, nous savons que ça ne sera pas le cas. Les parties ne seraient pas d'accord pour divulguer ces éléments. Alors, quelles sont les sanctions maintenant ? Quelles sont les sanctions? Une partie s'est engagée à la confidentialité, bien sûr, puisqu'elle est de droit, mais voilà qu'elle divulgue à l'extérieur les notes qu'elle a prises pendant la médiation, pendant le déroulé de la médiation. Eh bien, les sanctions sont simples. Elle engage sa responsabilité contractuelle. Elle a méconnu un contrat et elle a méconnu son engagement. Donc, elle devra verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Des dommages et intérêts, je parle là des révélations à des tiers, hein, bien entendu, hein, pas dans le cadre d'une procédure. Des dommages et intérêts. C'est la raison pour laquelle certains médiateurs insèrent dans la convention de médiation ce que nous appelons une clause pénale. La clause pénale permet de chiffrer à l'avance le montant des dommages et intérêts que l'on donnera à la partie victime de la violation du contrat. Et si on met par exemple 100 000 € de dommages et intérêts dans la clause pénale, alors bien sûr, dans ce cadre-là, la partie hésitera à méconnaître la clause en question. Donc, il est évident qu'on peut le faire. Il est évident aussi, les juristes le savent, que le juge peut modérer la clause pénale en disant « vous exagérez, vous subissez un préjudice de 20 000 €, on vous en accorde 20 000, on va réduire la clause pénale ». Mais la clause pénale est quand même une incitation très forte à respecter le contrat. Parce que c'est pour ça que je l'ai déjà vu, moi, dans des conventions de médiation. Alors, si maintenant la partie se mettait à fournir des comptes rendus ou les paroles, les échanges qu'elle avait eus pendant le déroulement de la médiation dans le cadre du procès ultérieur, si la médiation échoue et que la partie vient avec le paperboard ou des notes qu'elle aurait prises pendant la médiation, alors là, les sanctions sont différentes. Elle encourt une responsabilité contractuelle, mais en plus de ça, le juge écartera des débats, tous les écrits, parce qu'ils étaient couverts par la confidentialité. Il les écartera des débats. Et si elle met dans ses conclusions, dans ses actes de procédure, les paroles que l'autre aurait dit « oui, je dois l'argent, oui, etc. » Eh bien, là encore, le juge écarterait des débats ces éléments. Moi, j'ai des décisions de première instance parce que j'ai cherché, alors je ne peux pas dire où, parce que malheureusement, nous n'avons pas encore l'open data, puisque, hélas, le système n'est pas encore en place, donc nous ne connaissons pas les décisions de tous les tribunaux de première instance. Moi, je suis allée les chercher sur une plateforme, vous savez, un site que les avocats n'aiment pas beaucoup, voilà, parce que ce site a recueilli certaines décisions, semble-t-il, dans des conditions un petit peu bizarres, on va dire ça. Eh bien, sur ce site-là, j'ai trouvé des jugements de tribunaux qui écartaient des pièces des débats comme étant non conforme à l'article 9 du Code de procédure civile, parce que c'était en violation de la loi des parties. Et j'ai même vu un tribunal qui a annulé une assignation qui comportait des échanges qui avaient eu lieu dans une médiation antérieure qui avait échoué. Et sur quel fondement il l'a fait? Il a précisé, là je m'adresse aux juristes, que l'article 114 du Code permet d'annuler une assignation pour violation d'une formalité d'ordre public, et lui, il a démontré que la confidentialité dans la médiation, c'est une règle d'ordre public, et en conséquence, eh bien, il a annulé l'assignation en indiquant par ailleurs que cette annulation avait pour objectif de protéger son impartialité, parce qu'il ne voulait pas, dans le cadre de sa décision, savoir ce qui s'était passé antérieurement en dehors de la procédure, donc il a annulé l'assignation. Donc, vous voyez que pour les parties,
eh bien, la sanction, c'est responsabilité contractuelle, dommages et intérêts. Et si elle veut quand même utiliser ces éléments dans le cadre d'une procédure ultérieure, de toute façon, ces éléments seront rejetés des débats. Et j'ai des exemples, bien entendu. La responsabilité du médiateur, maintenant, qui méconnaît le contrat et qui va diffuser des éléments, son paperboard, ses notes, etc., eh bien, pour lui, c'est la responsabilité contractuelle. Il doit verser des dommages et intérêts, il n'a pas respecté la convention de médiation qu'il a signée. Ensuite, moi, je pense qu'il aura une responsabilité disciplinaire, c'est-à-dire qu'il va être exclu du centre de médiation auquel il a adhéré, bien sûr, parce que le règlement du centre de médiation considère qu'un médiateur qui ne respecte pas la confidentialité, eh bien, manque à tous ses devoirs. Et puis, s'il est inscrit sur la liste des médiateurs près une cour d'appel, à mon avis, il a de fortes chances d'être radié de cette liste parce que, là encore, il n'aura pas respecté ses obligations. Donc, il y a quand même des sanctions, évidemment, importantes. L'avocat accompagnant, lui, l'avocat accompagnant des parties, quand il voit les notes, il voit le paperboard, ben pour lui, je dirais, il n'y a pas de problème. L'avocat appartient à une profession réglementée, il est soumis au secret professionnel. Donc, pour lui, il n'y a aucun problème. Tant qu'il n'a pas un document officiel, eh ben, il ne communiquera rien à personne et il gardera le secret professionnel à l'égard de son client. Donc, je pense qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc, quand même, en dépit de ces régimes un peu qui paraissent compliqués, la règle finit par être relativement simple. Tout le monde est tenu à la confidentialité, voilà, sauf accord contraire des parties, et il y a des sanctions très sévères qui sont mises en place. Je ne sais pas si Cyril veut peut-être ajouter un élément par rapport à son expérience sur ses écrits. Oui, Madame la professeure, j'aurais peut-être un élément à apporter en plus. Pour les médiateurs non juristes qui se poseraient la question, ça arrive souvent. Si on est confronté à un médié qui serait représentant d'une personne morale, est-ce que pour soumettre à l'Assemblée délibérante un projet d'accord, est-ce qu'il doit prendre des précautions particulières quant à la confidentialité qu'il devrait rompre à ce moment-là? Oui, alors la question est très pertinente et alors elle ne concerne pas que les sociétés, elle concerne aussi ceux qui font de la médiation administrative parce que souvent l'accord, il faut le soumettre à un procès-verbal de la collectivité territoriale, de la municipalité, il faut le faire transiter par 10 services juridiques avant d'arriver à le rendre effectif. Alors dans ce cas, moi il me semble que la seule solution, c'est de lever partiellement la confidentialité avec l'accord de toutes les parties qui ont quand même intérêt, parce que si on n'arrive pas à passer devant l'Assemblée générale de la société, l'accord ne produira aucun effet. Donc la partie qui bénéficie de la confidentialité a tout intérêt à lever cette confidentialité, bien sûr, mais avec des limites. C'est-à-dire qu'on pourra lever la confidentialité, par exemple, sur le contenu de l'accord, mais certainement pas sur les échanges qui ont été faits pendant la médiation et qui ont permis de parvenir à cet accord. Ça, interdiction. Donc, il faudra des levées ciblées, partielles de la confidentialité avec l'accord de toutes les parties. C'est la seule solution. Autrement, vous avez raison, on ne pourra pas le rendre effectif. Et on aura perdu son temps, ce qui est quand même dommage. Merci, professeur. Alors, la deuxième catégorie d'écrits, eh bien, ce sont les écrits qui existaient, qui avaient été objectivés, le testament, le contrat de vente, la facture, dans les médiations familiales, la note d'électricité, le prix de l'abonnement du tennis pour l'enfant, etc., etc. Bah, tout ça, on va les mettre dans le débat de la médiation. Et là encore, je voudrais distinguer les parties, le médiateur et puis quelques mots évidemment sur les avocats. Alors, le régime ne peut pas être le même, ça n'est pas possible. Et il faut distinguer, à mon avis, plusieurs quand même catégories de pièces et plusieurs catégories de documents. Alors, pour les parties d'abord, pour les parties. Les parties, elles peuvent amener deux catégories de pièces qui existaient déjà et qui n'ont pas été élaborées pour la médiation. Dans la première catégorie de pièces, ce sont des pièces communiquées, publiques, objectivées,
peut-être déjà publié quelque part. Le testament, il peut être déposé chez un notaire. Le contrat de vente, bah, il était public. Hein. Le vendeur est un professionnel. Le contrat a été public. Et parfois, quand on a une médiation judiciaire, on a déjà communiqué ces pièces dans le cadre de l'assignation ou des conclusions. Donc, dans ce cas-là, ces pièces ne sont pas confidentielles et ne pourront jamais être couvertes par une clause de confidentialité. Il faut donc l'indiquer dans la convention de médiation, en indiquant bien aux parties que ces pièces communiquées antérieurement, objectivées, publiques, elles ne pourront pas être couvertes par la confidentialité. Là aussi, j'ai des jugements de tribunaux, évidemment, dans lesquels les parties ont dit « Attention, vous ne pouvez pas mettre dans le débat devant le juge telle pièce. » Mais le juge constate que cette pièce, elle n'a pas été élaborée pour le déroulement de la médiation, qu'elle préexistait. En conséquence, il a refusé de les écarter des débats à juste titre, tout à fait. Hein. Voilà, donc ça, c'est très clair. Maintenant, deuxième catégorie de pièces, je suis toujours pour les parties. Hein. Deuxième catégorie de pièces antérieures, ce sont les documents connus de l'une des parties, mais pas de l'autre. Ce sont des pièces qui existaient avant, mais que l'une des parties ne détient pas, elle ne les a pas. Alors, on peut donner beaucoup d'exemples. Hein. J'en ai un dans un partage successoral. Vous savez, les héritiers, ils font une médiation parce qu'au bout de 20 ans de querelle devant le juge, on essaye quand même de trouver un arrangement pour liquider la succession. Sauf qu'il y a un des héritiers qui a une lettre qui était confidentielle, hein, qui était adressée à sa sœur. Et dans cette lettre, les parents disaient que la somme d'argent, 200 000 € qu'ils donnaient à la sœur, eh bien, elle devait être rapportée à la masse partageable. C'est-à-dire que la sœur devait d'abord déduire ces 200 000 €, en quelque sorte. Hein, je résume pour les juristes, c'est pas tout à fait vrai, mais on l'ajoute au patrimoine partageable. Ensuite, on partage et elle a 200 000 € de moins. Mais elle n'avait plus cette lettre, la sœur, et elle n'avait rien dit. Mais le frère, lui, il avait cette lettre, d'accord? Alors, peut-il la montrer? Faut-il la montrer? Il y a quand même une atteinte au secret des correspondances de la sœur, etc. Enfin, sur le plan juridique, c'est compliqué. On peut imaginer le paiement d'une dette en liquide et seul le créancier dispose de la quittance du paiement. Et bien sûr, il ne veut pas la montrer. Il ne veut pas la montrer parce que s'il la met dans le débat officiellement, bah, dans ces cas-là, la partie adverse lui dit « Ah oui, alors dans ces cas-là, je ne suis pas du tout d'accord pour consentir autant de sacrifices alors que vous venez de m'apporter la preuve que j'ai payé et moi, j'avais pas cette preuve, j'ignorais qu'elle existait. » Et puis, on parle toujours dans les négociations en matière de mariage, bien sûr, du mari qui a un compte en Suisse, madame l'ignore, mais quand il s'agit de s'arranger sur le montant de la prestation compensatoire, il est bien évident que ça change tout. Alors, ces documents qui ne sont connus que d'une seule des parties, est-ce que cette partie a intérêt à les mettre dans le débat et peut-on, à la limite, couvrir cette pièce par la confidentialité? Alors, moi, ce que je pense, c'est que par prudence, si on est de bonne foi, mais qu'on veut quand même se ménager en cas d'échec de la médiation, dans une procédure judiciaire, la possibilité de ne pas mettre cette pièce dans le débat, puisque vous savez qu'au juge, on ne dit pas tout. On n'est pas obligé de tout montrer au juge, surtout si l'adversaire ignore que l'on a cette pièce. Donc, pour se ménager quand même une espèce de position un peu plus avantageuse devant un juge, si on veut quand même rester de bonne foi dans le cadre de la médiation, c'est quand même l'objectif, je vais prendre l'hypothèse d'un mari qui aurait un compte en Suisse sur lequel il aurait 100 000 €, eh bien le mari pourrait dire à sa femme dans la médiation, dire en guise de parole, de dialogue. Oui, c'est vrai, j'ai un compte ailleurs, il y a 100 000 € sur ce compte, j'offre de t'en donner 50 000 €. Et si madame dit, je veux le relevé, ah non, il ne montre pas ce relevé. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il ne pourrait pas le couvrir par la confidentialité et empêcher madame ensuite d'amener ce relevé bancaire devant le juge pour rapporter la preuve, évidemment, de la consistance du compte en banque. Donc, il va en parler, mais il ne montre pas la pièce. Il ne la montre pas. Et dans ces cas-là, madame ne pourra pas dire au juge, oui, mais il m'a dit que.
il y avait un compte en Suisse, parce que ça, ce sont des paroles. Et les paroles, elles sont couvertes par la confidentialité que l'on a examinée dans la première catégorie, d'accord, d'échange. Les dialogues, ça fait partie du processus de médiation. Et ça, c'est couvert par la confidentialité. Donc, elle ne pourrait jamais dire à un juge, mon mari m'a dit qu'il avait un compte en Suisse, eh ben, ordonner la production des relevés, par exemple. Non, ça sera interdit parce que le juge dira, désolé, ça, ce sont des échanges dans le cadre de la médiation et ça, c'est couvert par la confidentialité. Vous voyez que ça permet de ménager, la bonne foi dans la médiation, qui me paraît quand même être le minimum pour que le processus soit efficace et loyal. Et en même temps, ça permet de ménager une issue si, par extraordinaire, là, on n'arrivait pas à un accord et qu'on était obligé de se lancer dans une procédure judiciaire, parce que là, je pense qu'on pourrait être en difficulté si on avait montré la photocopie du relevé bancaire. Cela dit, vous savez que dans un procès bien connu, c'est à cause de la générosité du mari qui avait dit j'ai un compte ailleurs, etc. Parce que madame n'a pas essayé de lui faire une procédure, elle a tout simplement dénoncé à l'administration fiscale. Donc, en tout état de cause, il faut être un peu prudent. Et pour tout dire, c'était l'affaire Cahuzac, puisqu'on sait très bien que cette affaire a fini en raison de la dénonciation de madame dans le cadre de pourparlers de négociation de la prestation compensatoire. Suite à quoi la morale a retrouvé son compte, puisqu'elle a également été punie, puisqu'elle-même avait participé d'ailleurs à de l'évasion fiscale. Donc, je referme la parenthèse. Tout ça est jugé et public, sinon je ne me permettrai pas cet exemple. Donc, vous avez bien compris. Dans les écrits extériorisés pour les parties, si ces écrits avaient été communiqués, ils sont publiés, objectivés, aucune confidentialité n'est possible. En revanche, si le document est détenu par une partie, connu par une partie, il est vivement conseillé, mais les avocats accompagnants le font, bien sûr, il est vivement conseillé à son client de ne pas la mettre sur la table, de ne pas la montrer, mais en revanche, évidemment, d'en parler. Ça fait partie, évidemment, d'un dialogue de bonne foi dans le cadre de la médiation. Voilà en ce qui concerne ces éléments. Quant au médiateur, est-ce que le médiateur peut révéler des pièces objectivées, le contrat de vente, le testament, peu importe, qu'il a vu dans le cadre de la médiation? Non, jamais. Jamais un médiateur ne pourrait dire au juge, voilà, il y a eu un contrat, il y a eu une lettre, même si cette lettre est dans le débat. Pourquoi ? Parce que le médiateur, qui n'est pas à l'origine de cette lettre ou de cet acte, pour lui, c'est une constatation. Il constate la pièce, il ne l'a pas rédigée, il la constate. Or, nous l'avons vu, les constatations du médiateur, les déclarations qu'il recueille sont soumises au principe de confidentialité et il n'y a pas d'exception pour lui, sauf accord des parties. Donc, le médiateur ne peut jamais dire qu'il a vu tel ou tel écrit, telle ou telle pièce, quelle qu'elle soit, parce que pour lui, c'est la confidentialité totale, sauf accord des parties. Et enfin, pour l'avocat accompagnant en médiation, bien sûr que lui, il est toujours tenu au secret professionnel. Donc, l'avocat, en général, c'est une tombe. Donc, lui, il n'y a aucun problème sur la divulgation des éléments. Voilà donc pour les écrits et la réponse à votre question. Et vous voyez que ça supposait quand même de placer des catégories juridiques. Et je pense que les médiateurs, dans leur clause de confidentialité, qu'ils prennent conseil avec leur centre de médiation ou avec un autre médiateur juriste. Voilà. Parce que c'est quand même utile pour sécuriser le processus et bien informer les parties de leurs obligations et de leurs droits. Merci. Merci, Madame le professeur. Merci. C'est maintenant au tour de Maître Jean-Édouard Rubieux-Dupont de poser la deuxième question de ce thème. C'est une question qui est propre aux médiateurs qui sont par ailleurs avocats ou aux avocats qui sont par ailleurs médiateurs, étant entendu qu'un avocat peut exercer la médiation. C'est-à-dire qu'un avocat qui est médiateur, il reste avocat. Il est, semble-t-il, déontologiquement, avant tout avocat. Quand cet avocat médiateur produit un écrit, est-ce qu'il doit le faire sur un papier en tête d'avocat? Est-ce qu'il doit le faire sur un papier en tête de médiateur? Est-ce que le papier en tête de médiateur doit préciser
par ailleurs qu'il est avocat, ou est-ce que ça ne doit pas le préciser? Bref, comment s'articule un peu, enfin un peu même précisément, comment dire, les obligations déontologiques liées au métier d'avocat et les particularités de l'avocat qui exerce la médiation. La question est évidemment extrêmement intéressante, d'autant qu'elle n'est pas vraiment réglée de manière très claire, ni par le statut des avocats, enfin la réglementation est par ailleurs très très rigoureuse de la profession d'avocat, et un espèce de flou artistique concernant la médiation. Alors déjà, on doit dire que être médiateur, ce n'est pas une profession. La médiation est une mission. Donc, le médiateur reste un prestataire de services privés. Ce n'est même pas un collaborateur occasionnel du service public de la justice comme le sont les conciliateurs de justice. Donc, c'est vraiment un prestataire de services privés. Mais pour les avocats, leur statut, la réglementation, les autorise à exercer d'autres missions accessoires. C'était rédigé dans les textes, j'ai plus le numéro de l'article, mais il est bien indiqué que l'avocat peut exercer des missions accessoires, parmi lesquelles agent sportif, fiduciaire, et exercer des missions de médiation. Ce qui semble indiquer que quand l'avocat exerce une mission de médiation, comme vous l'avez dit, il est d'abord avocat. Mais est-ce aussi net que ça? Je n'en suis pas très sûre. Alors, il reste avocat avec son assurance professionnelle. Mais en même temps, comme vous le savez, c'est un avenant à l'assurance professionnelle des avocats qui les assure aussi pour les missions d'arbitrage et de médiation. Donc, c'est un ajout, un complément. Alors, et ça ne signifie pas pour autant qu'ils restent avocats dans tout l'exercice de leur mission. Alors, quand un avocat est médiateur et que donc il exerce une mission de médiation, est-ce qu'il écrit encore sur un papier à en-tête? Ah non, ah non, 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 parce que là, il est en train d'exercer une mission accessoire de médiateur. Il met l'habit de médiateur. Bon, il a une assurance professionnelle qui est un avenant à son assurance d'avocat, mais il est d'abord médiateur. Il est donc soumis à toutes les exigences de la médiation. Donc moi, ce que je pense, c'est que quand il écrit en tant que médiateur. Il oublie qu'il est avocat. D'ailleurs, je pense qu'il n'a pas à l'indiquer. Quand un médiateur architecte intervient, il ne dit pas qu'il est architecte, il dit qu'il est médiateur. Et il est soumis non pas à sa réglementation de la profession d'architecte, mais à la réglementation de la mission de médiation. Et pour l'avocat, il n'y a absolument aucune raison qu'il en soit différemment. Quand un notaire fait de la médiation, il est médiateur, il n'est plus notaire. Alors, bien sûr, l'accord qu'il rédige est un accord s'il rédige. L'huissier qui fait de la médiation est médiateur et non plus huissier. Donc moi, je considère qu'il est médiateur, qu'il n'a pas rédigé sur son papier à en-tête d'avocat, que son courrier ne sera pas officiel ou confidentiel. Non, il sera soumis à la confidentialité du médiateur et pas au secret professionnel. Et vous savez que violer la confidentialité entraîne une responsabilité contractuelle et des dommages et intérêts. Violer le secret professionnel, c'est une sanction pénale. Une sanction pénale. En conséquence, l'avocat médiateur, à mon avis, il est médiateur. Il n'est plus avocat. Alors moi, j'ai un exemple dans lequel un médiateur, par ailleurs avocat, avait méconnu la confidentialité de la médiation. Voilà, dans un écrit, enfin peu importe les circonstances. Et il a été attaqué devant le Conseil de l'ordre en disciplinaire, et on a dit ce médiateur avocat a violé la confidentialité, il faut le suspendre, il faut le révoquer, enfin bref, de sa qualité d'avocat. Et le Conseil de l'ordre, après avoir demandé des consultations à gauche et à droite, le Conseil de l'ordre a indiqué qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la violation de son obligation de médiateur par un avocat qui ne l'était pas au moment où il a accompli la médiation.
Alors, je ne sais pas si cette décision du Conseil de l'ordre peut servir, j'allais dire, de jurisprudence. Bien sûr, il faudrait que la Cour de cassation se prononce sur la répartition des rôles. Mais moi, je pense qu'un médiateur, ça reste d'abord un individu privé qui exerce une mission de médiation. Et ensuite, on viendra rechercher sa qualité d'avocat. Parce que si ce médiateur est condamné, par exemple, en responsabilité contractuelle, ensuite, il pourra être poursuivi devant le Conseil de l'ordre parce que, comme il était avocat par ailleurs, il a porté atteinte à l'image des avocats en commettant une faute dans l'exercice d'une mission accessoire. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Ça n'est pas directement la responsabilité de l'avocat. En tout cas, pour le courrier, je suis à peu près persuadée intuitivement que les écrits du médiateur, qui est par ailleurs avocat, n'ont rien à voir avec les écrits de l'avocat. C'est exactement ce que je pense, de sorte que je crois que vous avez vraiment raison. Merci beaucoup. La dernière question de cette partie des écrits durant la médiation revient au magistrat, M. Christophe Baconnier. Merci Vincent. Madame la professeure, avant de vous poser la fameuse dernière question, tout à l'heure vous avez dit jamais le médiateur ne peut dévoiler. Jamais personne ne peut dévoiler. Reprenons celle du médiateur, simplement pour vous faire confirmer que bien sûr il est tenu du secret professionnel, à l'obligation de secret professionnel, et qu'au cas où le médiateur est amené à prendre connaissance de pièces qui dévoilent qu'un crime sexuel est commis sur un mineur ou qu'une atteinte sexuelle ou autre, des violences volontaires sont commises sur un mineur ou des personnes vulnérables, il y a une obligation de signaler cela. C'est l'article 226.14 du Code pénal, le pendant de 226.13 que vous évoquiez. Voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Je sais que nos amis médiateurs sont des fois confrontés à la découverte de faits qui doivent être signalés parce qu'ils relèvent de la maltraitance sexuelle des enfants ou de personnes vulnérables. Brièvement, avant que je passe ma question, Madame la professeure, vous confirmez? Oui, absolument. Alors, vous avez parfaitement raison, hein. Le code pénal leur est applicable et la loi de 1995, d'ailleurs, précise que là, c'est un motif impérieux d'ordre public qui tient effectivement à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou des personnes vulnérables quand le médiateur se rend compte, évidemment, de violence, de maltraitance. Non seulement il doit arrêter la médiation, mais il doit aussi, effectivement, j'allais dire méconnaître, mais légitimement, son obligation de confidentialité. Tout à fait, tout à fait. Le seul point qui pourrait poser problème ou question, c'est lorsqu'un médiateur se rend compte d'une infraction fiscale. Ou voilà, dans ces cas-là, non. Parce que les avocats, oui, doivent dénoncer à Tracfin dans leurs transactions, hein, pas dans les procédures, hein, pas dans les procédures. Hein. Mais quand ils font des transactions, ils doivent dénoncer à Tracfin quand ils se rendent compte qu'il y a des fraudes importantes, mais pas le médiateur, non. Le médiateur, pour lui, ce sont les seuls cas que vous avez posés parfaitement. 226.14 du Code pénal. Merci, Madame la professeure. Alors, la question qui se posait sur les écrits, à ce niveau du déroulement de la médiation où nous nous situons, c'était les écrits qui sont… Alors, je lis le texte, article 131.9 du Code de procédure civile. La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Madame la professeure, comme magistrat prescripteur, je suis amené à recevoir, et tous mes collègues aussi, et les médiateurs qui nous écoutent sont amenés à adresser au juge des lettres dans lesquelles ils signalent telle ou telle difficulté. Voilà. Il se trouve certaines lettres. Est-ce que ça doit être fait par écrit? J'ai ma petite opinion, mais je crois que votre parole est attendue, Madame la professeure. Est-ce que ça doit être fait par écrit ou est-ce que ça peut être fait par téléphone? Est-ce que ça doit être fait par un écrit destiné à tout le monde ainsi qu'au juge ou non? Est-ce qu'on peut écrire n'importe quoi dans cet écrit ou non? Je vous écoute. Merci pour vos éclairages, Madame la professeure.
Merci, Monsieur le Président. Alors oui, c'est une question importante hein, quand on tient la plume pour rédiger un écrit, pour informer un juge, alors qu'on sait par ailleurs qu'on est tenu à la confidentialité de toutes les constatations et déclarations, c'est évidemment problématique. Alors, je pense, mais je suis sûre que vous êtes aussi de cet avis-là, qu'un écrit, évidemment, est nécessaire parce que les paroles sont toujours génératrices de soupçons, parce que les paroles s'envolent et puis les paroles surtout ne sont jamais ou rarement contradictoires. Donc effectivement, un écrit est nécessaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous pensez certainement sur le fait que cet écrit doit être contradictoire. C'est-à-dire que quand il y a des difficultés, il faut que les deux parties soient informées par le médiateur qu'il va indiquer qu'il y a telle difficulté et c'est évidemment parce que cet écrit est contradictoire qu'il peut alors le soumettre au juge et que le juge pourra s'en servir pour mettre fin à la médiation, par exemple, si on s'aperçoit que les parties sont très réticentes ou éventuellement pour prolonger la durée de la médiation, si le médiateur explique qu'il a des difficultés à réunir les parties dans les délais prévus. Donc, pour que le juge prenne une décision, lui, il ne se fondera que sur des éléments contradictoires. Donc, il faut que cet écrit soit communiqué aux deux parties avant d'être remis au juge et que, bien entendu, le médiateur veille, comme toujours, à rester neutre. Bien sûr qu'il peut avoir un problème parce qu'il n'arrive pas à tenir des réunions, par exemple, dans le délai de 3 mois qui avait été prévu. Mais il ne doit pas indiquer que c'est en raison de la réticence de Madame Dupont que la réunion ne peut pas se tenir. Il doit simplement indiquer que les parties sont en cours de dialogue, de médiation et qu'elles ont besoin de temps pour arriver au bout du processus et qu'en conséquence, le médiateur requiert du juge qu'il proroge la durée de la médiation. Ou alors, à l'inverse, que peut-être le processus de médiation ne peut plus avancer en raison de l'absence d'intention ou de volonté des parties d'aboutir à un résultat et qui demande donc au juge d'y mettre fin par anticipation. Il ne doit pas le dévoiler. Et ceci pour 2 raisons. La première, c'est pour sauvegarder sa propre obligation de respecter la confidentialité. Et la deuxième, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est pour sauvegarder l'impartialité du magistrat. Quand un magistrat tranche un litige, il ne doit pas avoir d'opinion préconçue à l'égard de l'une des parties en faveur de l'autre. Et pour sauver cette impartialité, il est indispensable qu'il ne soit pas informé des difficultés personnelles dans le cadre de la médiation. Donc, pour ces 2 raisons essentielles, eh bien, le médiateur doit rester très, très neutre dans les difficultés et trouver des formules générales pour expliquer la difficulté en question. Voilà ce qu'on peut dire sur cette information. Alors, je rappelle aussi qu'il y a une autre information que le médiateur doit donner. Vous savez, quand il y a une aide juridictionnelle qui est accordée à l'une des parties, pour percevoir l'aide juridictionnelle, le médiateur doit faire un rapport, nous dit-on, ce sont les textes sur l'aide juridictionnelle, un décret de 1991 modifié, où on nous dit que pour percevoir la rémunération versée par l'État, eh bien, le médiateur doit transmettre au juge un rapport de présentation permettant à ce dernier, donc au juge, d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies. Mais là encore, ce rapport de présentation permet, après demande d'homologation de l'accord, donc c'est au bout du processus, permettra simplement de dire au médiateur qu'il a dû tenir 3 réunions d'1 heure chacune, qu'il a dû échanger avec les parties tant de temps, il facture ça 10 heures d'échange préalable pour mettre en place les réunions. Donc, il faut qu'il décrive le processus de façon très objective pour justifier de sa rémunération, en vérité, c'est tout. Il n'a pas évidemment à entrer dans le détail des constatations et des déclarations qu'il a recueillies au cours de la médiation. Ça, jamais. La plume doit rester levée, bien entendu, si le médiateur a l'impression de trahir sa confidentialité. Je donnerai un conseil.
quand on rédige un écrit qu'on remet au juge et qu'on est médiateur, si on se pose la question, si on se dit là, est-ce que je trahis la confidentialité ou pas, eh bien, on n'écrit pas. Voilà. Si on s'est posé la question, c'est qu'on a déjà la réponse, c'est que dans le doute, on s'abstient. Et on revient à une donnée beaucoup plus générale, abstraite, qui va informer le juge. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut raisonner, parce que c'est difficile, évidemment, de donner les termes précis qu'il ne faut pas rédiger dans tel ou tel écrit. Madame la professeure, je vous remercie infiniment de votre réponse. J'ai été très sensible et je pense que si des collègues m'écoutent, enfin nous écoutent, ils abonderont parfaitement sur votre idée que le juge lui-même est en difficulté, peut se trouver en difficulté quand il reçoit un écrit du médiateur qui piétine cette obligation de neutralité. Lui-même, il sent qu'il n'aura pas les coups des franches et qu'il pourrait être suspecté de ne plus être impartial à raison d'informations dont il aura eu connaissance et qu'il aurait mieux valu qu'il ne connaisse pas. Son impartialité objective se trouvera malmenée. Vraiment, merci pour vos éclairages. J'en ai terminé pour la question posée à Vincent. Nous allons aborder le dernier thème de ce webinaire qui portera sur l'accord en médiation. Je laisse donc la parole au médiateur, M. Cyril Franck, pour les premières questions. Merci Vincent. Madame la professeure, il est possible que l'on ait à faire une transaction en fin de médiation. Si elle a réussi, en tant que juriste, qu'en pensez-vous? Est-il plus largement accepté de signer un accord ou une transaction? Y a-t-il des risques à signer une transaction? Et comme ma question est un peu à tiroir, je vais la finir tout de suite. Si jamais on arrivait à convenir d'une forme juridique que prendrait l'accord, quelles sont les conséquences juridiques de cet accord? Et selon la forme, en plus, les parties, pensez-vous que les avocats et les médiateurs doivent signer cet accord? Merci d'avance pour votre réponse. La rédaction d'un accord à l'issue de la médiation, la rédaction d'un écrit, n'est pas forcément une nécessité. Tout dépend finalement du contenu de l'accord. Est-ce qu'il est complexe? Est-ce qu'il a déjà été exécuté ou pas? Donc parfois, on n'a pas nécessairement besoin d'un écrit parce que juridiquement, un accord peut être verbal. Il suffit qu'il y ait un échange de consentement entre les parties pour que celles-ci soient liées. Et si elles ont finalement déjà exécuté l'accord, si le débiteur a déjà réglé sa dette avant même que la médiation soit terminée, et qu'on revienne devant le médiateur en disant c'est réglé, il était d'accord. Bon, à ce moment-là, c'est peut-être pas utile de rédiger un écrit. Mais dans la plupart des hypothèses, il faudra quand même qu'un écrit soit rédigé pour constater cet accord pour différentes raisons. D'abord, les parties peuvent avoir besoin de cet écrit pour se remémorer du contenu des obligations, parce que quand on a un écrit, on peut le relire, on peut se le faire expliquer. Et puis cet écrit, on peut aussi l'opposer à des tiers. Quand un tiers demande, mais pourquoi est-ce que vous avez transféré cet argent? Est-ce que c'est bien vrai que vous avez payé cette dette? Vous pouvez parfois être amené à devoir le prouver. Donc, on va pouvoir rédiger un accord. Et puis, si jamais les obligations s'échelonnent dans le temps, il faut que la personne qui doit ces obligations puisse se les remémorer et qu'on puisse éventuellement faire quelque chose si par extraordinaire, elle n'exécutait pas la dernière partie de ses obligations. Et pour ça, on aurait évidemment besoin d'un écrit très précis, très clair pour définir les montants pour définir les obligations et pour les préciser. Alors, qui va rédiger cet accord? Déjà, ce que l'on sait, c'est que la médiation ne donne pas au médiateur une mission de trouver un accord et de rédiger un accord. Le médiateur n'est pas là pour que les parties trouvent un accord. Il n'est pas tenu de cette obligation de résultat. Lui, il est tenu de mettre en place un processus pour que les parties trouvent un accord, mais il n'est pas lui-même tenu de concrétiser cet accord. Et généralement, on enseigne que le médiateur ne propose pas
d'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Le médiateur de la consommation, lui, c'est la loi qui le dit, doit proposer un accord aux professionnels et aux consommateurs si ces personnes n'arrivent pas à s'entendre. Mais c'est une exception. Généralement, le médiateur fait en sorte que les parties arrivent à un accord, mais lui-même ne fait pas de proposition. Est-ce qu'il rédige l'accord? Je dirais non, surtout pas, pour deux raisons. La première, c'est que, alors ça c'est propre au droit français. Je ne sais pas s'il y a parmi les participants des personnes qui sont d'un pays étranger à la France et qui seraient soumis à un autre droit que je ne connaîtrais pas, mais ce que je vais dire est propre au droit français. En France, les avocats ont un monopole de la consultation et de la rédaction d'actes juridiques pour autrui. Un monopole. Et ce monopole est sanctionné par des sanctions pénales, des peines d'amende et de prison. Il y a 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende si on rédige des actes juridiques pour le compte d'autrui et qu'on n'est pas avocat ou profession habilitée. Il y a des lois qui habilitent un certain nombre de professions à rédiger des actes juridiques. Par exemple, un professeur d'université est habilité par la loi à faire des consultations et rédiger des actes juridiques. Mais le médiateur, à ma connaissance, ce n'est pas une profession. Il n'est habilité par aucune loi pour rédiger des actes juridiques pour le compte d'autrui. Donc déjà, il risquerait d'encourir, je répète, 1 an et demi de prison et 15 000 € d'amende. Il y a 2 textes qui renvoient au code pénal et notamment la loi de 1971 sur le monopole des avocats. Donc ça, c'est la première raison. Alors, bien sûr, nous le savons tous, il y a des médiateurs qui ont rédigé des accords pour les parties. Ils n'ont pas été poursuivis parce que qui va les poursuivre? Oui, le Conseil de l'ordre des avocats poursuit toutes les personnes qui portent atteinte à leur monopole sans être habilitées par la loi. Et c'est légitime, c'est légitime. Les médecins poursuivent aussi, l'ordre des médecins poursuit ceux qui font des consultations médicales sans être habilités. Donc, il faut faire attention. Et la deuxième raison, c'est que les médiateurs ne sont pas assurés pour la rédaction des accords. Ils ne sont pas assurés. Donc, l'assurance qu'ils peuvent souscrire les assure pour les fautes dans le processus de médiation, mais certainement pas dans le cadre de leur activité, de leur mission de médiation. En conséquence, ils n'auraient pas d'assurance. Donc, si par extraordinaire, il y avait un accord qui posait problème et qui était annulé, vous vous rendez compte qu'ils engageraient leur responsabilité personnelle sur leurs fonds propres, sur leurs biens personnels, ce qui serait évidemment totalement catastrophique. Donc, pour ces 2 raisons, moi, je déconseille vivement aux médiateurs de rédiger des accords. Et en tout état de cause, jamais un médiateur ne signe un accord, jamais. Et pour cause, ça lui est interdit, et en outre, il ne s'engage à rien. Dans l'accord, ce n'est pas lui qui s'engage, ce sont les parties. Or, je vous l'ai dit, le Code civil nous dit la signature, c'est la traduction du consentement et de l'accord. Mais le médiateur ne s'engage à rien dans un accord. En conséquence, il n'a absolument pas à signer. Alors, c'est facile à dire. Mais parfois, le juge va ordonner une médiation, une injonction d'avoir rencontré un médiateur pour un litige de 500 €, de 1 000 €. Mais les médiés n'ont pas forcément les moyens financiers pour s'offrir les services d'un avocat. Normalement, le médiateur doit dire aux parties, écoutez, faites-vous assister par vos conseils, allez voir un avocat si vous n'en avez pas déjà dans le cadre de la procédure, et allez voir un avocat pour qu'il rédige l'acte. Mais on est bien conscient du fait que dans un certain nombre de médiations, les parties n'auront pas les moyens. Vous me direz, il y a de l'aide juridictionnelle, hein. Même dans une médiation conventionnelle, on peut demander l'aide juridictionnelle, nous dit le texte, à une condition, on la demande au moment où on saisit le juge de l'homologation d'un accord conventionnel. Donc, ça n'anticipe pas, évidemment, sur la rédaction de l'accord. Parce qu'au moment où les parties vont voir un avocat pour rédiger l'accord, elles n'ont pas encore l'aide juridictionnelle, puisque l'avocat n'aura l'aide juridictionnelle que s'il demande l'homologation de l'accord. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en attendant, quand les parties ne peuvent pas, je pense qu'un médiateur qui a des connaissances juridiques,
Parce qu'un médiateur qui n'a pas de connaissances juridiques, je lui déconseille vivement d'aller dicter aux parties le contenu d'un accord, parce qu'il pourrait insérer dans cet accord des clauses qui seraient contraires à la loi. Donc non, et prudence dans ces cas-là, où on fait une comédiation avec un médiateur juriste, ou alors on dit aux parties, débrouillez-vous, allez à des consultations gratuites d'avocats, allez à un point d'accès au droit, allez dans une maison d'accès au droit et faites-vous accompagner dans la rédaction de l'acte, mais moi je ne rédigerai pas cet accord. Donc le médiateur peut quand même aider les parties à définir au moins le contenu de l'accord avec leurs mots à elles, le mot juste, qui font qu'elles ont bien compris qu'elles s'engageaient à payer, qu'elles s'engageaient à tel ou tel élément dans le cas de l'exercice de l'autorité parentale. Voilà, parce que c'est vrai que les juristes ont parfois un vocabulaire complètement inaudible et que le médiateur, lui, au contraire, il peut permettre aux parties de se réapproprier le contenu de l'accord en utilisant des termes compréhensibles par des parties qui n'ont jamais fait de droit. Donc, le médiateur peut les aider dans la rédaction, mais j'allais dire en dictant peut-être pas le contenu précis de l'accord, mais au moins quelques mots qui vont traduire le contenu de leur accord, mais certainement pas rédiger l'accord et certainement pas, surtout pas, le signer. Alors, cet accord, qui n'est donc pas rédigé ni signé par le médiateur, quoi qu'il en soit, hein, bien sûr, cet accord, est-ce que c'est une transaction ou un accord de médiation? Là encore, il faut que les parties soient conseillées par un juriste. Alors, si le médiateur est un avocat, il pourra bien sûr les conseiller, mais sinon, il vaut mieux que le médiateur renvoie à un juriste parce que ça, c'est dangereux. Là, il y a une différence considérable entre une transaction de médiation et un accord de médiation. La transaction est un contrat qui est réglementé strictement par le Code civil et qui impose pour sa validité, sinon on peut le faire annuler, qui impose pour sa validité qu'on liste toutes les concessions qui doivent être réciproques. Il faut des concessions réciproques, à peine de nullité. Donc, monsieur renonce à ça, madame renonce à ça, et dans ces conditions, si c'est équilibré, on peut signer une transaction. Avec cet avantage que quand on a signé une transaction, on ne peut plus retourner devant un juge pour lui demander de trancher ce conflit. Le conflit, il est terminé, achevé par la signature de la transaction. C'est écrit dans le Code civil. Dans le cadre d'un accord de médiation, je vais prendre des héritiers qui se battent dans un partage successoral, mais l'un des héritiers peut renoncer à la totalité de sa réserve héréditaire. C'est pas interdit. C'est pas interdit. On renonce à la totalité. Il faut surtout pas signer une transaction. Parce qu'à ce moment-là, lui, il aura renoncé à tout, pendant que les autres n'auront renoncé à rien. Et on dira, c'est déséquilibré, donc la transaction est nulle. Dans ces cas-là, il faut signer un accord de médiation, parce que l'accord de médiation, il est parfaitement valable, parce que dans un accord de médiation, on peut renoncer à tous les droits disponibles. Aux droits qui ne sont pas d'ordre public, on peut y renoncer parce qu'on a trouvé un autre avantage, j'allais dire psychologique. On a entendu l'autre héritier dire que ses parents nous aimaient bien, que c'est pas du tout pour ça qu'on a mal vécu tel ou tel événement, etc. Donc nous, on a une satisfaction psychologique et on renonce à la totalité de notre part successorale. C'est tout à fait possible dans le cadre d'un accord de médiation intitulé accord de médiation. Et dans ces cas-là, évidemment, on a, vous le voyez, une autre réglementation. Dans tous les cas, que ce soit une transaction ou un accord de médiation, il faut voir selon quelle forme juridique on va dans quelle forme juridique on va le mouler, parce que le droit est très compliqué, surtout le droit français. Les juristes français, ils adorent la complexité, ils se régalent dans la complexité et finalement, c'est dramatique pour le pauvre justiciable qui finit par ne plus pouvoir accéder à la norme qui l'intéresse et qui le concerne directement. Il y a 3 catégories d'actes juridiques pour faire une transaction ou un accord de médiation. Il y a d'abord l'acte authentique, c'est le notaire. C'est le notaire. Attention, il y a des médiations qui vont imposer d'aller chez un notaire. Imaginons, moi j'en ai vu un jour un médiateur qui négociait un empiètement sur le terrain d'autrui.
Et la dame, finalement, avait dit, tant pis, vous empiétez sur mon terrain, mais c'est pas grave, vous allez me planter des arbres, et puis ça ira très bien, je ne dirai rien. Oui, mais si cet accord-là n'est pas transcrit par un acte notarié et publié au fichier immobilier, quand les parties en question vont mourir et que les héritiers vont arriver et prendre possession de leur héritage, mais ils ne connaîtront pas cet accord. Et en plus de ça, comme il n'a pas été publié, il ne leur sera pas opposable. Donc là, il va falloir un acte notarié. Donc attention là encore, vous voyez bien que le médiateur est tenu de dire aux parties, attention, ça n'est pas fini. Vous êtes d'accord, mais maintenant, il faut sécuriser votre accord. Allez prendre conseil chez un juriste. À côté de l'acte notarié, il y a l'acte sous signature privée. L'acte sous signature privée, c'est ce bout de papier qui est signé par les parties. Les parties sont des privés, des particuliers, donc elles font ce qu'on appelle un acte sous signature privée qui est parfaitement valable et qui a la même valeur que n'importe quel acte. Je rappelle qu'il faut quand même qu'il soit signé. La signature, c'est essentiel. Sinon, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'écrit. Et enfin, quand il y a des avocats, quand chaque partie est assistée par son avocat, les avocats peuvent contresigner l'acte sous signature privée. On aura donc un acte sous signature privée signé par les parties et puis on aura le contreseing de maître Untel pour Madame Durand et le contreseing de maître Truc pour Madame Dupont. Chaque avocat contresigne pour son client. Quel est l'avantage d'un acte contresigné par avocat? Il y en a beaucoup. D'abord, les avocats, ils ont un système de conservation, d'archivage de ces actes, ce qui veut dire que même 30 ans après, on retrouvera cet acte, alors que quand c'est sous signature privée, chacun part avec son exemplaire et au bout de 5 ans, on a déménagé 3 fois et on l'a perdu. Et peut-être qu'on en a besoin ultérieurement, on en a peut-être besoin, peut-être pas, mais peut-être qu'on en a besoin. L'avocat, lui, va archiver dans le secret professionnel, il va archiver. Et le deuxième avantage, c'est que quand il y a un avocat, eh bien, on présume qu'il a informé son client sur la portée juridique de cet acte. Donc, il sera très difficile de le faire annuler, cet acte. On ne pourra pas dire « j'ai commis une erreur de droit, je ne savais pas ». On dira « ben non, désolé, votre avocat a contresigné ». Vous lisez dans l'acte qu'il y a une clause selon laquelle vous reconnaissez avoir été informé par votre avocat. Dans ces cas-là, l'acte est beaucoup plus sécurisé tout en restant un acte sous signature privée. Mais là, ça dépendra des parties, ça dépendra de leur avocat. Soit elles feront un acte sous signature privée banal, soit elles feront un acte contresigné. Et si leur avocat leur dit « attention, il faut publier au fichier immobilier », alors elles seront obligées d'aller voir un notaire pour faire un acte notarié. Mais je répète, c'est rare. Mais dans un partage successoral, il y a parfois des immeubles. Et quand il y a un immeuble, un appartement, il faut impérativement passer devant notaire. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Et puis, je dirais aussi qu'il y a des actes particuliers, mais je ne peux pas rentrer dans le détail parce que autrement, on ferait un webinaire qui va durer 10 ans. Mais je rappelle que tout ce qu'on a dit doit être prudemment transposé en matière familiale. En matière familiale, il y a encore d'autres règles, parce qu'en matière familiale, il faut protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut protéger le consentement des parents et des personnes, etc. Donc là, de toute façon, votre écrit sous signature privée, il ne vaut pas grand-chose tant qu'il n'a pas été homologué par le juge aux affaires familiales. Votre convention parentale, vous avez beau la signer, elle n'a pas de valeur juridique. Il faut qu'elle soit homologuée par le juge aux affaires familiales qui va vérifier si la pension alimentaire que vous accordez à l'enfant et qui est de 20 €, 20 €, il va dire mais non, jamais de la vie, moi je n'homologue pas cette convention parentale parce que ça ne rentre pas dans le cadre des besoins de l'enfant. En conséquence, voilà, là, ce qu'on a dit et n'est pas tout à fait approprié à la matière familiale. On a beaucoup moins de liberté dans le contenu de l'accord et surtout, il y a toujours une homologation du juge aux affaires familiales. Évidemment, on peut pas faire, l'accord ne vit pas par lui-même. Voilà. S'il n'y a pas l'aval du juge, il ne vaut pas grand-chose. C'est un engagement moral, mais ce n'est pas suffisant, bien sûr. Donc voilà pour cette question épineuse. Merci, Madame le professeur, pour l'ensemble de vos propos passionnants. Il est 19h20 et exceptionnellement, nous allons prolonger un peu ce webinaire pour répondre aux nombreuses questions qui ont été posées par les participants. Alors, la première, est-ce qu'il faut faire signer les conventions d'entrée en médiation aux avocats présents qui assistent les médiés? Peut-être
peut-être que l'avocat aurait pu répondre. Alors, moi, je dirais simplement, hein, de ma vision de juriste spécialiste de procédure, je dirais que non. L'avocat, il assiste son client, donc c'est son client qui s'engage. Donc, l'avocat n'a pas besoin de signer la convention. En revanche, l'avocat, il va signer sa convention d'honoraires avec son client pour l'assistance, ça c'est sûr. Mais l'avocat qui assiste son client dans cette médiation, il n'est pas acteur du processus. Donc, non. Non. Très bien. La question suivante, le médiateur doit-il fournir des attestations de présence si les parties les lui demandent? Maître Rubio dit oui, bien sûr, oui. Oui, une attestation de présence, c'est la traduction d'un fait objectif, on ne porte pas de jugement, donc oui, pourquoi pas. Et que vaut une médiation conventionnelle sans signature de convention? Que vaut une médiation conventionnelle sans signature de convention? Alors, bien sûr, le processus est souple et très peu formaliste. Et comme je vous l'ai dit, un accord verbal, c'est aussi un accord. Je vais faire référence à un juriste du Moyen-Âge qui s'appelait Loisel, Loysel, qui a traduit en formule magique un peu l'état du droit et qui disait « On attache les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles ». Ça veut dire qu'à partir du moment où on a donné sa parole, on est lié, on est attaché. Alors, a priori, ça n'est pas nécessaire. Mais moi, je dis en pratique, le juriste dit oui, il faut faire signer une convention. Pourquoi? Parce que ça fixe les droits et les obligations de chacun. Et il faut impérativement que les parties sachent quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations. Et vous, dans une médiation conventionnelle, on l'a vu, il y a des problèmes de confidentialité. Et il faut que les parties soient informées de l'étendue, de la confidentialité, de ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire. Et puis, le médiateur a tout intérêt à rédiger une convention, ne serait-ce que pour ses honoraires. Il est impératif qu'il fixe ses honoraires et que les parties soient d'accord dès l'entrée en médiation. Autrement, il va se heurter à des difficultés incommensurables à l'issue du processus. Donc oui, il faut une convention. Enfin, c'est à conseiller. Nous sommes dans un monde dans lequel le contentieux ressurgit toujours à un moment donné. Et pour prouver sa bonne foi, pour prouver sa loyauté, pour prouver le respect de ses engagements, il faut pouvoir le faire. Et pour cela, malheureusement, on n'a que l'écrit. Très bien. La question suivante. La suspension du délai de prescription est-elle limitée dans le temps dans une médiation conventionnelle? Pas du tout. L'article 2238 du Code civil nous dit que la prescription est suspendue. Si la médiation dure 5 ans, elle sera suspendue 5 ans. Aucun problème. Très bien. Êtes-vous d'accord avec le fait de dire que la confidentialité attachée à la médiation est une règle d'ordre public? Alors, oui, moi j'en suis convaincue. C'est une règle d'ordre public à plusieurs égards. C'est d'abord c'est le gage consubstantiel à la médiation. S'il n'y a plus de confidentialité, ce processus n'a plus lieu d'être. Donc, c'est une règle d'ordre public. Pour moi, c'est une règle d'ordre public. Et je vous dis, j'ai été confortée par ce jugement que j'ai lu, qui a annulé l'assignation en se fondant sur le fait que c'était pour lui, pour ce juge, une règle d'ordre public. Mais alors, j'approuve à 10 000% ce raisonnement. Oui, totalement. Une autre question sur la confidentialité. Que vaut le fait de faire tamponner une pièce d'un cachet confidentiel? C'est ce que je vous ai dit antérieurement. Si on peut couvrir cette pièce de la confidentialité, vous savez, ça me fait penser au bon pour pouvoir, ça n'a plus strictement aucun sens. C'est comme sous toute réserve qui est indiqué au bas des conclusions des avocats. Quelle réserve? Il n'y a pas de réserve, il n'a pas à en faire. Voilà. Bon, ce sont des espèces de petites formules magiques qui ne changent rien au régime juridique que je vous ai exposé. C'est-à-dire, si j'ai un testament, que je le mets dans les débats et que je mets confidentiel, ça ne servira à rien. Voilà, il ne l'est pas. Mais si c'est un élément qui est couvert par la confidentialité, on met un tampon confidentiel, je pense que ça objective la confidentialité, ça ne fait pas de mal,
Ça ne fait pas de mal de le répéter. C'est visible, c'est transparent, c'est très bien. C'est très bien. Très bien. En cas de poursuite pénale, le médiateur peut-il être amené à témoigner que des éléments ont été évoqués lors de la médiation? À part motif impérieux d'intérêt public, nous dit la loi de 1995, qui a été évoquée tout à l'heure par Monsieur le Président Bacconnier, le médiateur n'a pas à répondre à une convocation d'un juge pénal. Voilà. Sauf s'il est lui-même impliqué dans le délit. Attention, hein. S'il est complice du détournement de fonds, voilà. S'il s'agit de maltraitance, bien sûr, il sera convoqué, mais là, il pourra trahir la confidentialité. Mais sinon, non, 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 non. Et un avocat qui communiquerait un compte rendu. Puis-je apporter une précision? Mais avec plaisir, Monsieur le Président. C'est sous votre contrôle, Madame la professeure. Chacun a bien compris, hein, nos amis qui nous écoutent, médiateurs, médiatrices, ont bien compris qu'elles sont tenues au secret professionnel, c'est-à-dire que si elles manquent à l'obligation de confidentialité, elles s'exposent aussi à un risque pénal, 226-13. Elles ont entendu, nos amis médiateurs ont entendu qu'il y a une limite à ce secret professionnel, à cette obligation de confidentialité. Ce sont les cas où le secret professionnel est levé parce qu'il faut protéger des personnes vulnérables, donc des mineurs violés ou des personnes vulnérables victimes de violences habituelles. C'est un exemple, hein, 226-14 pour tous les cas. Et il y a le cas précis qui vient d'être évoqué, celui, je suis médiateur et je suis convoqué par un juge. Et là, il y a finalement le cas suivant, c'est que le juge, la convocation du juge et l'autorisation donnée, ça consiste en l'autorisation donnée d'une levée du secret professionnel, mais elle est laissée à la conscience du médiateur. C'est-à-dire que si le médiateur veut dire « je ne réponds pas parce que c'est couvert par l'obligation de confidentialité, mon secret professionnel », il a le droit, il ne sera pas puni. Sous le réserve, bien sûr, sauf les cas 226-14 évoqués. Mais il a le droit de dire je ne réponds pas parce que j'ai le secret professionnel qui me le dit. Et il peut aussi, parce qu'il est couvert par l'autorisation de la loi, formée par la question du juge, il peut dire voilà l'information que je vous dévoile. Je voulais apporter cette précision pour être très, très exact, mais c'est soumis à votre contrôle, Madame la professeure. Non, c'est absolument parfait. Comme ça, les médiateurs savent quel est le comportement qu'ils doivent adopter face à une telle demande. Absolument. S'ils veulent mon avis, c'est qu'il vaut mieux toujours, je le dis, c'est très libre, là c'est opinion personnelle, ce n'est pas le droit. Hein. Je crois que c'est important quand on est médiateur et qu'on a été un confident nécessaire à l'occasion d'une médiation, on a reçu des informations, pas celles qui sont pas 226-14, mais je crois que c'est mieux de les conserver, de ne pas les dire au juge. Parce que ça malmène quand un confident nécessaire ne conserve pas les informations qu'il doit conserver, ça malmène le processus de médiation. Voilà, donc ma préférence est, sauf les informations que le médiateur a l'obligation de dévoiler, 226-14, ça se résume, victime, enfin majeur vulnérable ou personne vulnérable victime de violences habituelles ou de violences sexuelles. Mais à part ces cas-là, ma préférence est que le médiateur garde pour lui les informations comme le feront beaucoup de confidents nécessaires, comme des médecins, comme des assistantes sociales, comme des éducateurs. C'était qu'une opinion, ce que je viens de dire, hein, d'accord? La loi, c'est que, enfin, après la règle de droit, c'est une faculté, parce qu'il y a l'autorisation de la loi. Je coupe mon micro. La question suivante, est-il possible de saisir le juge d'une demande d'homologation si l'autre partie ne le souhaite pas, ou existe-t-il une autre demande qu'il faut faire? L'homologation, c'est le fait d'accorder à cet accord, cette transaction ou cet accord de médiation, la force exécutoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'un juge a homologué, le juge compétent, bien sûr, pour statuer sur le fond, mais qui ne statuera jamais puisqu'on s'est mis d'accord, mais c'est quand même ce juge-là qui va homologuer l'accord, ou c'est celui qui a désigné le médiateur dans une médiation judiciaire qui va ensuite homologuer l'accord.
dans le cadre de cette homologation, la force exécutoire permet de s'adresser directement à un huissier de justice pour faire une saisie sur le compte en banque de la personne qui s'est engagée à payer et qui n'a pas payé spontanément. Donc, ça permet de recourir aux saisies, aux voies d'exécution en raison de l'homologation. Alors, l'homologation soulève évidemment des difficultés parce qu'il faut qu'elle soit prévue dans l'accord. Ça, c'est encore une mention qu'il faut faire figurer dans l'accord et qu'en général, les avocats n'oublient pas. C'est de dire à la fin de l'accord, toutes les parties donnent leur consentement en vue de l'homologation de cet accord. Pourquoi? Parce que la loi dit que la requête en homologation peut être présentée soit par l'ensemble des parties, soit par une seule d'entre elles. Mais quand le juge voit arriver un accord à homologuer présenté sur requête unilatérale, à la requête d'une des parties, il va se poser la question de savoir si l'autre, c'est forcément le débiteur en général, lui ne demande pas l'homologation, le débiteur, parce qu'il n'a pas l'intention de payer et de faire l'objet d'une saisie. Donc, ce n'est pas le moment de lui demander son accord à l'homologation, alors que visiblement, il rechigne à exécuter l'accord. Donc, quand le juge verra que dans l'accord, il n'y a pas le consentement de toutes les parties, il va se poser des questions, il va hésiter, il va se dire « Ah, j'homologue, mais pour quelle raison est-ce que l'autre n'était pas d'accord ?» etc. Tandis que s'il lit dans l'accord que les parties donnent leur consentement à l'homologation, il reçoit une demande d'homologation, on va dire, du créancier, bien sûr, il accordera l'homologation sans autre difficulté. Sinon, le juge a la possibilité, en cas de doute, si cette clause ne figure pas, il peut demander aux parties leurs observations. C'est l'article 1566 du Code de procédure civile qui le précise pour l'homologation d'un accord conventionnel. Il va entendre les parties ou leur demander leurs observations en disant « Mais voilà, je suis saisi d'une demande d'homologation. Monsieur, madame, qu'en pensez-vous » Voilà. Et après, il avisera pour homologuer ou pas. Donc, il faut y penser. À la fin de son accord transactionnel ou dans son accord de médiation, on dit aux parties « Est-ce que vous êtes d'accord pour l'homologation ?» On leur explique ce que ça veut dire, parce qu'il y a déjà des juristes qui ont du mal à faire la différence entre la force obligatoire et la force exécutoire. On leur explique ce que ça veut dire. Bien sûr que dans le cadre de la négociation, ça en fait partie. On leur dit qu'on ira demander l'homologation qu'en cas de difficulté, mais qu'en principe, on n'est pas obligé de la demander. Si le débiteur paye, si la personne paye régulièrement, on n'a aucun intérêt à demander l'homologation. En revanche, au premier impayé, dans ces cas-là, on ira demander l'homologation et on aura déjà obtenu le consentement de cette partie dans un autre contexte, quand c'était plus facile de l'obtenir, bien sûr, et non pas après une difficulté d'exécution. Donc, on n'oublie pas l'homologation. Et je répète, il n'y a pas de délai pour la demander, il n'y a pas de délai. Très bien, merci Madame le professeur. Nous allons passer à la dernière question. Dans une réponse à une question parlementaire du 3 septembre 2020, le garde des Sceaux a, le 5 novembre dernier, exprimé son désaccord sur la proposition du Conseil national des barreaux visant à voir assortir de la force exécutoire les accords de médiation contresignés par avocat. Qu'en pensez-vous? Oui, alors on connaît bien le problème. À titre personnel, bien sûr, moi, je serais pour l'octroi de la force exécutoire aux actes d'avocat et je vais expliquer pourquoi. Parce que les avocats appartiennent à une profession réglementée qui sécurise les accords. Ce sont des personnes compétentes. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, mais comme dans toutes les professions. Mais ce sont des personnes compétentes qui entourent les accords de toute la sécurité juridique et il n'y a a priori aucune raison de leur refuser la force exécutoire. Je rappelle aussi que quand on fait un peu de droit comparé, on s'aperçoit qu'en Italie, par exemple, quand un avocat rédige un accord de médiation ou à l'issue d'une procédure participative assistée par avocat, puisqu'ils ont introduit aussi cette formulation, dans ce cadre-là, l'acte qu'il signe, qu'il contresigne par définition, parce que là, l'accord, il est signé par les avocats, dans ce cas-là, cet accord a la force exécutoire, au même titre qu'un jugement ou un acte notarié. Le problème, c'est qu'en Italie, il n'y a pas de notaire.
Mais en France, il y a des notaires et les notaires essayent évidemment de sauvegarder, c'est légitime. Je suppose que si j'étais notaire, je dirais la même chose. Ils essaient de sauvegarder leur monopole et ils ont le monopole de la rédaction des actes exécutoires. Un acte notarié, c'est un acte qui a la force exécutoire. Donc, il est bien évident qu'ils freinent l'avancée et puis, le Parlement hésite en ce moment à accorder la force exécutoire. Je pense que les notaires, évidemment, sont foncièrement opposés et on peut les comprendre, hein, bien sûr. Il y a une deuxième raison qui est invoquée par nos autorités pour le refus de la force exécutoire, que les avocats connaissent bien, c'est que les notaires, dans le cadre de leur attribution d'autorité publique, hein, en quelque sorte, puisque la force exécutoire, c'est un attribut de l'autorité publique, sont soumis au contrôle des procureurs de la République. C'est le procureur de la République qui surveille les notaires dans le cadre de leur activité d'officier ministériel. Les avocats, eux, c'est une profession indépendante. Pour délivrer des titres exécutoires, c'est-à-dire avoir un attribut de la force publique, il faudrait qu'ils soient soumis au contrôle du procureur de la République. Et là, je suis moins sûr que les avocats soient d'accord pour passer d'une profession libérale à une profession soumise à l'autorité et au contrôle des procureurs de la République, comme le sont les notaires. Voilà. Donc ça, c'est quand même un argument qui, dans l'état actuel du droit français, me paraît quand même un argument assez porteur. Voilà. Mais il faut réfléchir. Bien sûr, les avocats demandent uniquement la force exécutoire pour développer les modes amiables. C'est bien entendu très habile, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Et en Italie, c'est le seul cas dans lequel les actes ont la force exécutoire, hein. Les autres actes des avocats n'ont pas la force exécutoire, uniquement dans ce domaine-là. C'est vrai que ça permettrait de développer considérablement les modes amiables, naturellement. Mais il y a quand même cet obstacle qu'on a du mal à surmonter si on enlève évidemment celui du monopole des notaires. Voilà. Voilà la réponse que je peux faire. Donc, a priori, effectivement, on peut continuer à la revendiquer, mais peut-être un jour, on ne sait pas. Vous savez, tout peut changer. Je vous remercie, professeur. Il est 19h30 passé et nous allons conclure ce 6e webinaire du CEMA sur les écrits en médiation. Avant de vous dire au revoir, je vous annonce le 7e webinaire du CEMA qui aura lieu le samedi 12 décembre à 19h. Ce prochain webinaire donnera la parole à M. Gary Friedman qui répondra à la question suivante. Comment les professionnels du conflit peuvent-ils utiliser l'introspection pour aider leurs clients? D'ici là et pour l'heure, toute l'équipe du CEMA se joint à moi pour vous remercier, Madame la professeure Frissero. Merci aussi à messieurs Baconnier, Franck et Roubiou-Dupont, dont les questions en tant que magistrats, médiateurs et avocats ont nourri ce webinaire. Merci également à tous les participants pour votre présence, vos questions, vos remarques et votre attention précieuse. Très bonne soirée et excellent week-end à tous.